Bon, Bien. bonjour Camille. Bonjour Cyril, comment ça va? ce soir? Très bien. Merci de me consacrer du temps. Je le Merci à toi pour l'invite, c'est chouette. Je connaissais pas cette chaîne, ça a l'air très cool. Donc pour la communauté, les amis, je vous présente la personne, Camille Bigeaud, à qui Bonjour. je dois notamment cette coupe de cheveux. Hein. Pourquoi vous allez me dire? Moi aussi je me demande. Ah oui, d'accord. Voilà. Ne Ouais. vous inquiétez pas, on va en reparler. Mais voilà. Donc La une méthode. méthode juste exceptionnelle, over compliquée. Autant dire que je suis vraiment dans les premières pages et je suis loin d'avoir fait le tour, mais c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Ouais, merci beaucoup. Ouais, j'ai essayé de faire ça vraiment du plus simple au plus difficile. Après les premières pages, il y a notamment l'histoire de comment j'en suis arrivée au polyrythmie. Et donc c'est pas forcément des exercices à faire, c'est juste dire j'ai trouvé cette phrase là et puis par-dessus ça je voulais superposer cette phrase là et tout. Mais c'est pas des exercices à faire, les exercices ils viennent un peu plus tard et ça commence par du soft. Est-ce que tu peux te présenter? Qui es-tu exactement et d'où viens-tu, s'il te plaît? Je suis née à Toulouse un 8 mai 91, j'ai 33 ans, je viens d'une famille de musiciens. Ma mère était... Toutes les stars sont à Toulouse, hein, vous notez quand même. Hein. Ouais. Il y a un beau vivier à Toulouse, ouais. C'est clair. Donc mes parents étaient musiciens, ma mère était percussionniste, mon père il a fait du chant, de la guitare, de la flûte traversière, de la compo, pas mal de trucs. Mais c'est surtout le sens du rythme de ma mère qui m'a mis un peu sur la voie. J'ai pas forcément voulu faire des percussions au début. Mais c'est en découvrant la batterie en 6e que j'ai eu le coup de foudre un peu pour cet instrument. Et voilà, je suis batteuse, mais aussi compositrice, musicienne, chanteuse à mes heures perdues, mais de plus en plus professionnellement quand même. Sixième, tu as dit. Tu as le déclic la 6e et c'est venu par une connaissance, par une amie, un copain, ou c'est toi qui t'es dit je veux faire de la batterie? Non, en fait, il y avait la classe de musique qui avait une batterie. Alors, on faisait beaucoup de flûte à bec, mais un jour, la prof de musique nous a demandé est-ce que quelqu'un veut venir essayer de faire Pumchak pour accompagner la chanson qu'on va faire en fin d'année, tous les animaux du monde, que tout le monde chante, tu vois. Il y avait un spectacle de fin d'année et quoi, j'ai dit ouais, je veux bien essayer et tout de suite j'ai trouvé ça très très facile et j'ai adoré ça. Donc j'ai essayé de reproduire après la batterie sur les percussions de ma mère, c'était un peu compliqué parce que c'est vraiment que des percussions main, c'est des timbales, c'est des trucs un peu salsa, des congas et tout. À bout d'un moment, elle m'a acheté une batterie. Elle a eu pitié de moi. Elle a dit tiens vas-y, je sens que la batterie ça peut le faire. Et là, j'ai commencé en autodidacte à pratiquer sur mes chansons préférées de l'époque, le rock que j'écoutais le vieux Muse, Placebo, Coldplay, Linkin Park, Metallica, tout ça. Alors au début, j'étais autodidacte pendant 2 ans à peu près. J'ai été 1 an ou 2 à l'école municipale de musique de l'Union en banlieue de Toulouse. Et ensuite, je suis rentrée au conservatoire. Je voulais pas y aller à la base parce que conservatoire, tout de suite, ça m'évoquait un truc un peu poussiéreux, un peu austère. En fait, le conservatoire de Toulouse est assez exceptionnel et je suis vraiment très contente de l'avoir fait finalement parce que ça m'a formée de ouf et c'était trop bien. On a étudié plein de styles contemporains différents, mais aussi des styles plus classiques. On a fait du jazz, du tambour, de la méthode de Kessler, des rudiments, de la double pédale, de la drum and bass, de la pop, du funk, du rock, du groove, du métal. On a vraiment fait plein de trucs que je serais pas allée chercher moi-même d'ailleurs, tous ces trucs-là. Donc voilà, conservatoire, gros truc. J'y suis rentrée à 16 ans, je suis ressortie à 21 ou 22 ans. Quoi. J'ai le prix de batterie du conservatoire de Toulouse. Rock and roll. Ah ouais. C'est ça. Excellent. Est-ce qu'en plus de la batterie, t'as des passions ou d'autres hobbies qui te prennent un petit peu de temps ou c'est que consacre, drum, non-stop? Alors il y a la musique à côté évidemment de façon plus générale. Je fais de la guitare depuis que j'ai 15 ans aussi. Là toujours en autodidacte. J'ai pris peut-être 1 ou 2 cours mais pas beaucoup plus. C'est vraiment j'ai appris tout seul. Après je fais des accords. Je suis pas du tout soliste ni rien. Mais voilà, la compo, la musique en général, la guitare. Et sinon c'est plutôt les jeux vidéo.
Je suis vraiment une geek en fait, entre la batterie, les polyrythmies et les jeux vidéo. Je suis très geek. J'aime bien GTA, Red Dead Redemption, League of Legends. Et t'arrives quand même à t'évader avec ça, malgré ton emploi du temps de ouf, quoi. Ah oui, bah ouais, le soir en général, j'aime bien faire ça le soir. Plus beaucoup maintenant parce que j'ai vraiment du mal à me trouver des jours off, de m'imposer des jours off. Tous les jours, il y a toujours des trucs à faire, mais de temps en temps, voilà, j'aime bien avoir un jour off, peut-être un jour par mois ou un jour tous les 2 mois, où vraiment je geek toute la journée. Pendant le Covid aussi, j'ai pas mal geeké. Du coup, j'ai commencé à écrire la méthode de batterie. C'était trop bien. Et à côté de ça, j'ai beaucoup geeké. J'ai fait Red Dead Redemption 2 à fond et j'ai adoré. C'était trop bien. Voilà, donc. J'avoue. Mais ouais. Non, le soir, j'aime bien poser le cerveau et juste faire. Je geek pas mal quand même. Hein. Ça peut m'arriver de faire 3-4 heures d'affilée. 3-4 heures, on sait tous que quand on fait du jeu vidéo, ça passe très très vite, quoi. Bah ouais. Voilà, ça passe plus vite qu'un partiel d'histoire, quoi. Par exemple, ouais. Voilà. Ouais. Sinon, j'aime beaucoup être en nature, aller marcher, quand même m'occuper un peu de mon corps. J'aime beaucoup marcher. Et sinon, je me suis inscrite à la salle de sport récemment parce que je sais que l'hiver, c'est un peu moins évident de marcher et de prendre du plaisir. Ça, normalement, c'est au mois de janvier qu'on te fait s'inscrire à la salle de sport. On y va un mois et puis après, on arrête. Ouais, ben non, là, je l'ai fait là et c'est cool. J'aime bien. Voilà, faire des petits abdos, avoir l'espace pour faire de la corde à sauter aussi, faire du cardio, tu vois. Parce que mon appart, c'est impossible. Donc, ouais, juste ça, c'est cool. Et sinon, j'aime bien faire du vélo et être dans la nature. Si j'avais une seconde vie, je ferais du cheval à bloc, mais à Paris, c'est un peu compliqué. Enfin, voilà. Quels sont les moments marquants de ton parcours musical jusqu'à présent? Ouais, moment marquant, ma première grosse prod qui m'a permis de devenir intermittente du spectacle et de juste poser un pied dans le milieu et de commencer à avoir de l'expérience concrètement, c'est le Rouge et le Noir en 2016-2017 à Paris. On a fait 86 dates en 5 mois, c'était cool. 5 fois par semaine, on jouait. Ça, c'était le premier gros truc. Après, ce qui a été marquant pour moi, non, le premier vrai truc encore avant ça, c'était évidemment la première vidéo de polyrythmie que j'ai postée en février 2016, qui a vraiment commencé ma carrière à fond, qui a fait le tour du réseau batteur. On a commencé à me proposer des trucs, des endorsements, voilà, des choses concrètement. Ouais. Et surtout, ça m'a mis sur la voie de l'exploration polyrythmique parce que je me suis rendu compte que ça me passionnait, j'adorais ça, mais en plus, ça pouvait intéresser les autres aussi, quoi. Donc voilà, ça m'a vraiment mis sur les rails et j'ai pas arrêté depuis. Alors en ce moment, j'en fais un peu moins parce que je me consacre un peu plus aux compositions que j'ai envie de mettre en avant, mais voilà, c'est toujours en fond. Il y a toujours des nouvelles idées polyrythmiques qui émergent. Et dont je fais des vidéos régulièrement. Mais voilà, ça c'était le premier truc. Après il y a eu donc le Rouge et le Noir, Jennifer, la tournée de Jennifer, c'était quand même un truc super. On m'aurait dit quand j'avais 14 ans, tu feras la tournée de Jennifer, je l'aurais pas cru, genre quoi? Jennifer, c'est pas du tout le style que j'aime bien, mais en même temps c'était quand même assez rock, c'était très organique sur scène, il y avait une équipe. Vraiment, humainement, je crois qu'on peut pas faire mieux. On a vécu une tournée tellement bien, quoi. C'était que des meufs sur scène et tout de suite, on s'est senti... tout de suite, on a parlé pipi caca, il n'y avait pas de masque, on était très solidaires, il n'y a eu jamais aucune tension dans cette tournée. C'était fluide, c'était un régal, quoi. Une vraie famille, trop bien. Ça a duré 1 an à peu près. On a commencé par... les petites salles. Non, on a commencé par les Zéniths, ensuite on a fait les festivals d'été, et ensuite on a fait les plus petits théâtres. C'était très sympa aussi. Ça peut être un rythme assez intense. Hein. Pas tant que ça, c'est quand même assez étalé sur 1 an. On a fait 65 dates à peu près. Donc c'est le maximum qu'on avait, c'était 2 ou 3 dates par semaine, pas beaucoup plus. Donc ça a laissé quand même le temps, toujours à côté, d'avoir nos propres projets, de faire autre chose. Donc c'est super cool. Et c'est important, je trouve, de pouvoir faire autre chose à côté. Parce que sinon on se retrouve trop dans un truc robotique et on sait plus faire d'autres choses. Je me rappelle le Rouge et le Noir.
bon, c'était ma première expérience, mais je faisais vraiment que ça. Et puis les 2-3 jours off que j'avais à côté, vraiment, je me reposais, je faisais autre chose. Et je pratiquais plus trop la batterie et plus trop mes trucs à côté. Et quand j'essayais de glisser un break qui était différent de celui que j'avais l'habitude de jouer, il y avait un bug total, quoi. Je savais plus rien faire d'autre que ce que j'avais pris l'habitude de jouer pendant ces 5 mois. Donc, faire attention à ça. C'est bien de rester équilibré. Ouais. Donc voilà, il y a eu cette tournée qui était géniale. Il y avait PV Nova et l'Internet Orchestra. C'était quand même un truc super aussi. Ça n'a pas duré longtemps. On n'a pas fait beaucoup de dates parce qu'on était nombreux et que la prod, elle n'a pas trop suivi derrière pour nous trouver des dates. Mais le peu qu'on a vécu ensemble, c'était génial, quoi. C'était super. Je suis toujours en contact avec lui. De temps en temps, on rebosse ensemble sur des petits événements ponctuels et tout. Donc, c'est super cool. Et c'était un régal, pareil. C'est la grosse colonie de vacances et c'était des super rencontres. Donc, humainement, c'est quand même très important d'être dans des projets comme ça. Je reviens par rapport à Jennifer, par exemple. On t'impose les partitions, on t'impose la partie de batterie où tu as une partie où tu t'évades, c'est toi qui apportes des choses, ou on t'impose quelque chose au niveau de la partie rythmique. Ce qu'il faut, c'est quand même respecter les chansons le style des chansons qui sont jouées. Donc on va pas en mettre partout et on est là pour supporter aussi le chanteur. C'est le chanteur qui doit avoir l'espace et le reste il peut se poser dessus, mais il faut pas prendre trop d'espace et en mettre partout. Donc je pouvais faire les breaks que je voulais, mais des breaks pop, rock, tu vois, ça va pas plus, on va pas sur les c'est pas du tout approprié, donc polyrythmie dessus, quoi. Ouais, pas du tout. Donc voilà, respecter le style, sinon j'étais libre vraiment de faire ce que je voulais tant que voilà, ça restait dans les clous et que ça nourrissait le style et la chanson, quoi. D'accord, ok. Et voilà. Tu as eu un passage également chez Druméo, il me semble, non? Oui, c'est ça, Druméo en 2018. So I really hope you enjoy those right-hand variations and that you found one that you enjoy to practice. And leave a comment below if you manage to do it at both tempos. Ça fait un petit moment maintenant. C'était très, très impressionnant pour moi parce que j'avais pas encore beaucoup d'expérience dans ce truc-là, surtout en anglais. C'était vraiment le premier truc, gros truc que je faisais en anglais. Du coup, je m'étais entraînée pendant 2 mois à simuler le truc et à parler pour que ce soit le plus possible, avec le vocabulaire de la batterie et tout en anglais. En plus, elle est bilingue, quoi. Enfin voilà, quoi. C'est impressionnant. Oui, maintenant c'est fluide parce que j'ai l'habitude de faire ça. Je le fais de plus en plus. Enfin, je le fais régulièrement, donc je cherche plus mes mots. Je sais comment m'exprimer. Une histoire d'habitude. Et Druméo t'a apporté quelque chose ou... Ouais. Oui, beaucoup de visibilité quand même. Ouais. Peut-être pas autant que ça aurait pu, mais quand même pas mal. Donc c'est super chouette. Puis c'était cool de faire cette expérience. C'était intense, hein. C'était 2 jours où on a fait vraiment plein de vidéos en 2 jours à fond. Et voilà, pour la petite batteuse que j'étais à l'époque, parce que j'ai fait du chemin depuis, je suis plus trop la même personne, mais c'était très enrichissant et impressionnant, un peu stressant quand même avec le recul, mais maintenant si je le referais, ce serait fluide, quoi, il n'y aurait pas de souci. Donc Druméo, ouais, effectivement, il y a eu ça. J'ai oublié de mentionner aussi, avant que j'aille à Paris, avant le Rouge et le Noir, il y a eu le tribute à Genesis quand même, que j'ai beaucoup aimé, qui m'a fait rentrer vraiment dans l'univers du prog rock. Bon, c'est plus prog rock à l'ancienne, mais quand même, j'ai appris note à note les parties de Phil Collins et de Chester Thompson dans Genesis. J'ai tout relevé vraiment parfaitement note à note et ça m'a beaucoup nourri, quoi. J'ai adoré jouer ces trucs-là, ces morceaux que je connaissais pas à la base, donc je les ai vraiment découverts quand j'ai intégré le tribute et c'était vachement bien, quoi. Ça m'a ouvert à pas mal de trucs, mine de rien. Donc il y a eu ça, Druméo aussi, Drum Channel.
exact, oui. J'ai fait une première apparition en 2017, mais c'était moins important que ce qu'on a fait cette année avec eux. On a tourné plein de vidéos pédagogiques en février de cette année, et qui sont sorties petit à petit et qui sont disponibles sur la plateforme. Et il y en a d'autres qui sont disponibles en libre accès sur YouTube aussi. Ça, c'était un gros truc aussi, très sympa. L'étape importante, c'était vraiment de commencer à faire des masterclass et des festivals de batterie. Voilà, la Back Show. Le Back Show, c'était vraiment Alors, j'avais fait d'autres festivals de batterie avant, mais celui-là était le premier gros festival pour moi et le plus important, puisque c'est la maison et que je connais tout le monde et que j'adore, quoi. La Back Show, c'est la fête à chaque fois. But I can feel you running in my blood. Like two fools, we are just dancing in the flood. The winds blow, we you like a thousand grains of sand, sparkling in his eyes at the edge of his hand. C'était- Surkiff. Donc ouais, c'était très fort, c'était très très intense. Et il y a eu pas mal de préparation avant ça, parce que en fait, quand il y a un gros événement comme ça, c'est soit tu attaques le truc sous l'angle du stress et de il faut absolument pas que je me plante et c'est super important et blablabla, soit l'angle de c'est trop bien, je veux m'amuser et je veux vraiment profondément m'amuser et être dans la musique et en garder un bon souvenir et fabriquer vraiment du bon souvenir avec ça. Et donc j'ai choisi plutôt cette voie-là dans la préparation aussi. Et c'est comme ça que ça s'est passé finalement. Donc c'était génial. Ouais, ça doit être niveau émotion, ça doit être assez extraordinaire. Ouais, Et- puis là il y a eu des retours des gens et tout, c'était assez formidable. Je pense que la pression doit être vraiment beaucoup plus importante que sur d'autres scènes, notamment quand tu fais un concert, etc. Parce que là, tu Ouais. sais que devant toi, t'as que des icônes, quoi. Que des gens qui touchent. Ouais, bah ça, en général, ça se passe dans les festivals de batterie ou les masterclass. C'est que des trucs comme ça. Après, voilà, j'en avais déjà fait pas mal avant. Donc, sur ce côté-là, j'étais armée. C'était plus le côté comment je veux vivre le truc. Et c'est tellement important, sous quel angle je l'attaque. Et vraiment de s'imposer une préparation dans le sens du fun et de la joie de jouer plutôt que il faut absolument que ce soit parfait, quoi. Ouais, bien sûr. Bon, bah, Ouais. c'est ce que tu as réussi à retransmettre en tous les cas sur scène quand on était spectateur. Donc déjà, tu vois, c'est plutôt pas mal. Ouais, c'est clair. Pareil. Ouais, j'ai kiffé. Après, c'est bizarre. C'est un état où t'es là, mais t'es pas là en même temps. Ça passe tellement vite. T'es dans une espèce de tunnel. Il y a pas mal de perceptions qui sont fermées, quoi. T'es dans la concentration et tout, mais aussi d'être dans la musique et d'y aller à fond et de s'amuser comme ça. Mais ouais, c'est très particulier comme expérience. Il y a beaucoup de préparation autour d'un événement comme ça pour toi où tu arrives, moi, je ne vais pas dire que tu improvises, mais il y a une partie d'improvisation, je suppose, ou c'est que derrière quelque chose que tu as travaillé pendant pas mal d'heures pour avoir quelque chose de structuré? Mes morceaux que je joue qui sont très compliqués, enfin complexes en tout cas, et les parties sont écrites en fait d'avance. Donc là, je me concentre vraiment sur le jeu et sur exactement jouer comme je veux les parties, et elles sont fixes. Donc il n'y a pas beaucoup de place à l'improvisation, sauf certains, genre le dernier morceau que j'avais joué par exemple à la Back Show, il y avait beaucoup plus de place pour des breaks improvisés, des trucs, même des petites plages de solo. Donc ouais, en général, sur des shows comme ça, je préfère que tout soit un peu écrit en avance et d'avoir bossé mes parties pour que ce soit vraiment fluide, que ce soit dans les mémoires musculaires, auditives et tout, et que je puisse me concentrer en fait sur l'intention et sur la musicalité, plutôt que sur qu'est-ce que je vais jouer, et il y a trop d'espace et il faut que j'improvise, et à ce moment-là, il y a aussi le stress de et si j'improvisais mal qui peut se mettre. Donc ouais, moi je préfère tout écrire en avance.
Après, voilà, sur des trucs un peu plus soft et tout, j'aime beaucoup voilà, faire des solos de batterie et faire des trucs complètement improvisés. Mais sur les trucs, voilà, il y a quand même le rendu qui doit être là, c'est filmé, etc. Je préfère que ce soit Carré. vraiment tracé. Ouais. Camille, si t'étais pas batteuse aujourd'hui, tu ferais quoi? Un truc dans l'art, c'est sûr. Bah, musicienne, peut-être. Si j'étais pas musicienne en général, je serais peut-être cinéaste ou photographe ou comédienne. Un truc dans la création, quoi. Un truc dans la création, dans l'exploration aussi de soi et dans l'expression, en fait. Parce que tout ça, c'est des manières de s'exprimer, quoi. La batterie, la musique, et même, je sais pas, être comédien ou... voilà, tout ce qui est artistique, la peinture, le dessin, etc. C'est vraiment de l'expression, c'est une façon de s'exprimer qui parle à tout le monde parce qu'elle rassemble, c'est une communication entre plusieurs êtres humains sur des sujets communs en fait. Et il n'y a pas besoin de mots, tu vois, c'est plus fort que les mots parce que les mots c'est toujours très, très réducteur dans un sens. Donc ouais, dans l'expression artistique, quelle qu'elle soit, ce serait forcément ce que je ferais. On va parler un peu de tes influences qui t'a motivé dans le développement de ton jeu depuis ton plus jeune âge. J'ai eu beaucoup d'influences différentes parce que j'écoutais beaucoup de musique avant de m'endormir quand j'étais petite, quand j'étais enfant. C'était vraiment le rituel, j'arrivais pas à m'endormir sans musique. Et donc ma mère, elle m'a fait passer plein de trucs, mon père aussi, autant dans la chanson française que dans la jazz, fusion, la funk... voilà, de répertoire anglais, répertoire français, c'est très vaste. Mais ce qui m'a le plus influencé déjà au début, c'est vraiment le rock à la Muse, Coldplay, Placebo, Linkin Park, comme je disais un peu plus tôt. Donc ça, c'est vraiment mes premières influences en batterie. Même Blur aussi, Blur des Beatles, tout ça. Et après, plus spécifiquement, ça reste toujours des groupes. Je suis plus influencée par des groupes et le jeu de batteur dans les groupes que... séparer le batteur du reste. Donc là, c'est plus Gavin Harrison, beaucoup avec Porcupine Tree, The Pineapple Thief, tout ça. Période Snarky Puppy aussi, avec voilà, tous les batteurs qui ont pu jouer dedans, que j'adore. Il y a Nate dedans qui a joué, non? Il y avait... Ouais, je crois. Il y a Larnell Lewis, il y a Robert Sput Seawright, voilà, et d'autres aussi, je crois. Je sais plus les noms, mais voilà, ça a été une grosse influence à un moment. Mais sinon là c'est beaucoup de prog rock en général, bon bien sûr Phil Collins puisque Genesis tout ça, mais là c'est plus Vola, Haken, Arcane Roots, Matt Garska aussi, alors pas forcément dans la musique qui l'accompagne, genre Animal as Tilters, c'est trop violent pour moi. Mais ce qu'il fait par exemple avec Victoria, Josh de la Victoria, c'est un guitariste, ils ont fait des collabs ensemble, c'est génial, il y a plein de modulations métriques, ça sonne trop bien et tout. Donc Matt Garska, Marco Minman aussi, j'ai eu la chance de le voir souvent performer en drum festival, donc il fait des solos, j'adore, c'est tout à fait ce que j'aime explorer aussi, tout ce qui est ostinato et développé par-dessus, tu vois. Et pareil, il fait beaucoup de modulations métriques et des trucs comme ça. Mais après, voilà, de façon générale, c'est autant de groove que de funk, que de pop, rock, rock prog, metal prog aussi. Vraiment, j'aime beaucoup dans le son, dans la frappe, tout ce qui est metal prog. Donc ouais, on peut dire, si je devais isoler des batteurs, en tout cas, Chris Coleman aussi, on n'en a pas parlé, mais j'écoute pas ce qu'il fait dans les groupes, mais c'est toujours ses performances en solo, mais voilà, le son, la musicalité, l'intention, la vitesse. Ouais, mais pas tant que... Enfin, voilà, quand il laisse de l'espace aussi, c'est super intéressant. Il joue vraiment avec les placements, j'adore. Et puis humainement aussi, ce mec incarne pour moi... génial, quoi. Il est 3e degré, il est... Voilà, il est dans
dans le partage humain, quoi. Et c'est Exact. pas C'est génial. exactement ouais, ce qu'il arrive à transmettre niveau émotion. Moi, je le perçois comme ça aussi. Ça a l'air d'être vraiment un mec en or. Ouais. Vraiment Ah ouais, parlant, ça se voit. C'est complètement. souriant. Le gars, il te place un break de la mort, il te fait un truc de la folie. Il finit, il a un smile. Même pendant qu'il le fait, il a un smile. Ouais, c'est ça. Je vais faire une grimace, je vais être Picasso, tu vois. Ouais. Et lui, ouais, c'est impressionnant. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, tu arrives encore à créer, à rester créatif dans ton jeu, ou est-ce que tu te bases sur tes acquis? Tu vois ce que je veux dire? Là, tu as en fait Ouais. un niveau où, voilà, on peut le dire, c'est l'excellence. Est-ce que tu arrives encore, malgré ça, on l'a vu, on va le voir avec la méthode, mais à créer encore des choses ou comment ça se passe et comment c'est possible? Ah oui, non, mais c'est sûr, je me considère pas du tout. C'est marrant, ça fait toujours plaisir de entendre dire qu'on a un niveau d'excellence, mais pour moi, et je vois tellement plus, tu vois, les lacunes ou le chemin qu'il y a encore à faire. Ouais, c'est infini en fait. Ouais. Tellement de trucs. Au niveau juste de la précision, au niveau de la vitesse, des rudiments, de plein de trucs qu'il y a encore à progresser. Et puis voilà, moi, j'ai l'impression qu'on peut explorer certains domaines comme ça, mais il y a tellement d'autres domaines qui restent à renforcer, à explorer à côté que non, on n'a jamais fini. Il y a encore des chemins. Il y a encore du chemin. Il y a encore du chemin. Bon bah, autant vous dire que Ouais. moi, je jamais le bout. Est-ce que tu aurais des exercices spécifiques à conseiller à tous les jeunes batteurs qui nous regardent pour qu'ils puissent travailler sereinement afin de ne pas perdre leur temps et éventuellement évoluer le plus rapidement possible? Je pense qu'il y a des exercices bien précis, entre guillemets. Est-ce que tu en as 2-3 qui te viennent à l'esprit comme ça pour nous les partager? Pour les jeunes batteurs, donc un batteur qui est encore dans le... Comment dire, Dans le circuit, ouais, dans le circuit de l'apprentissage. ouais, et puis Mais qui c'est- commence peut-être. Bah, je pense que ce qui m'a quand même pas mal aidé dans le jeu, c'est de le rendre plus musical en tout cas. C'est vraiment les rudiments. Donc, tout simplement les paradiddles, les papa-maman, les frisés, les roulés, tout ça. D'être vraiment de les travailler régulièrement et de travailler les dynamiques et la souplesse, quoi. De pas que ce soit pas raide. Et donc, j'aime bien aussi quand je fais des masterclass ou quoi, de montrer vraiment ce truc de souplesse du poignet. Tu vois, quand tu regardes n'importe quel batteur jouer assez vite, tum-ti-ta, tum-tum-ta, il y a toujours, voilà, c'est toujours au niveau du poignet que ça se passe et c'est fluide. Il n'y a pas C'est ça. pas de raideur comme ça. Donc vraiment d'aller à fond exagérer cette gestuelle-là quand on fait par exemple un paradiddle, tu vois, tac, 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 Ouais. tac, 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 de bien différencier les accents et les ghost notes, tac, tac, et vraiment d'avoir ce truc exagéré qui, comme s'il y avait quelque chose, un fil, tu vois, qui te lève le poignet comme ça en souplesse, et ensuite, hop, t'es prêt à faire ton accent, et paf, tu le fais, et ensuite tu restes près de la peau, parce que tu vas faire des ghost notes après, les ghost notes ça marche pas si tu pars C'est loin ça. de la peau. N'est-ce pas? Voilà, donc vraiment accentuer cette gestuelle et travailler ces rudiments, parce que en fait, c'est un vocabulaire après super riche sur toute la batterie tout le temps. Et après, voilà, c'est une histoire de différentes méthodes, différentes niches que tu vas explorer, mais ça, je trouve que c'est quand même pas mal la base. Et après, bien sûr, le timing, de savoir jouer au clic, sans clic, de savoir juste groover très simplement, tu vois, sur du 4/4 basique, mais avec musicalité, quoi. Donc vraiment au niveau de l'intention des accents, des dynamiques et du placement, quoi. Le placement, c'est super important. Ça, c'est dur au début de faire comprendre, de groover. C'est-à-dire, par exemple, on accentue sur le Charleston les temps et on gosse Ouais. et les contretemps. Oui. Rien que ça, déjà, c'est vrai que c'est Ouais. hyper important. Et ça fait la diff. On va en parler de cette magnifique méthode, l'Odyssée des polyrythmies, un voyage hors du temps, spécialement conçu et écrit par Camille Bigot elle-même. Pour vous servir. Ouais, rien de meilleur que la principale intéressée pour en parler. Donc, Ouais. vas-y, comment t'es venue cette idée et raconte-nous un petit peu.
Donc j'ai commencé à avoir des idées, une espèce de cohérence comme ça qui s'est créée au fur et à mesure. Et juste, en fait, l'espace que laissait le Covid, tu vois, au niveau du temps, ben, voilà, ça a switché. J'ai fait, je pense que c'est le moment j'ai cette idée là, j'ai envie de le faire. Et voilà, je vais l'attaquer maintenant. Donc j'ai commencé à écrire la méthode pendant le Covid. Ça m'a pris à peu près 1 an d'écriture, je crois, pour vraiment avoir. J'ai fait 2 ou 3 versions. Je l'ai fait relire par des amis batteurs, tu vois, pour avoir une vraie cohérence et que ce soit au mieux. Et puis ensuite, ça a pris 1 an et demi à faire éditer par Antoine Ladoué. On a fait plein d'allers-retours. Il travaille pour Batteur Magazine ou Batterie, je sais plus. Mais voilà, il est graphiste, donc il a pu m'aider à éditer tout ça. Il y a eu beaucoup d'allers-retours, beaucoup de trucs. Et puis moi, ça m'a pris un travail aussi monstre par rapport à l'écriture des partitions, par exemple, de bien vérifier que tout est écrit pareil, qu'il y a le même alignement, le même gna gna gna. Enfin voilà, il y a en fait une prise de tête. Quand on sait pas faire au début, on se pose plein de questions, c'est compliqué. Donc ça a mis du temps vraiment à tout mettre en place logistiquement en fait, plutôt que l'écriture, c'était vraiment la phase la plus agréable que j'ai aimée. Mais tout le reste, de faire les partitions, enregistrer les audios aussi, parce que presque toutes les partitions dans la méthode ont une version audio forcément. Et ça aide beaucoup, je vous le dis, ça aide. Ah oui, c'est sûr. Bah oui, c'est quand même beaucoup plus sympa de pouvoir écouter l'audio plutôt que d'essayer de déchiffrer dans sa tête la partition qui a l'air compliquée et tout. Donc, ça se complémente voilà. super bien, quoi. Ouais. Et très bonne idée d'avoir fait ça. En effet, il y a la partition et derrière, il y a l'audio, ça permet de bien se repérer. Enfin voilà, c'est très bien pensé, très bien fait. Et tu mets donc l'accent là-dessus, bien sûr, dans cette méthode, sur les polyrythmies. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est exactement? Alors, en fait, c'est combiner plusieurs patterns entre eux, des patterns qui n'ont pas la même longueur. Et en fait, ça crée un rythme composé de ces patterns-là, un nouveau rythme, un truc un peu original, qui dure plus longtemps, forcément. Pour donner l'exemple, on imagine une subdivision de double croche et on va jouer une subdivision toutes les 3 subdivisions, tu vois. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et il n'y a pas de mesure, il n'y a rien de tout ça, il y a vraiment que des doubles croches. Donc 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et d'un autre côté, on va accentuer une double croche toutes les 4 doubles croches. Donc 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, ta 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 tac, ta 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 tac. Et là, ça crée ensemble un nouveau rythme qui fait pa, 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 pa. C'est le 3 pour 4. Mais moi, ce que je vois, c'est vraiment l'ensemble, c'est le rythme. J'aime pas trop séparer. Forcément, les ingrédients séparés, ils sont séparés à la base, mais ils vont se combiner pour créer cet ensemble plus grand. Donc en fait, c'est créativement, pour le rythme, c'est génial comme outil. Et il y a tellement de choses à faire avec ça. Et les polyrythmies, d'ailleurs, sont utilisées dans... On ne sait pas trop, tu vois, on ne sait pas trop le repérer. Mais par exemple, je sais pas, une musique un peu électro avec une grosse basse, là... Boum, 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 boum. Et là, par-dessus, dans les aigus, tu as une petite mélodie là. Tic, 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 tic. Le tic, 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 c'est des groupes de 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alors que ta grosse basse, là, c'est du 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Donc c'est vraiment dissimulé partout. C'est juste qu'on ne sait pas forcément mettre le mot dessus et on ne sait pas comment l'expliquer, mais c'est vraiment omniprésent. Même, il y a beaucoup de batteurs... même tous, je pense, des batteurs connus ou qui influencent un peu, qui utilisent ça, mais sans dire qu'ils utilisent des polyrythmies. Mais c'est vraiment dans le jeu de beaucoup de batteurs. C'est un outil essentiel. Super méthode. Donc, du coup, moi, j'en suis pas, je vous le dis quand même, 122 pages. Ouais, donc, 128. Non, mais en plus de ça, photo. Les photos de la folie, et c'est que il y a des explications, il y a tout un
C'est pas juste des partitions et tiens, prends ta partition. Ouais, c'est pas systématique. Il y a beaucoup. C'est un peu comme si j'étais à côté de l'élève et que je lui disais voilà, je vois ça comme ça, et je raconte des anecdotes et je l'emmène. C'est un peu entre une histoire et une méthode, quoi. Il y a un Ça super mêle un peu les deux. Super accompagnement, ça faut le dire. Et franchement, bah, ça fait toute la différence. Donc, il y aura le lien de toute façon dans la description. Ce que je dis dans la méthode, c'est qu'à partir du moment où tu sais jouer des rythmes binaires et ternaires de base et que tu sais un peu le vocabulaire rythmique, genre les doubles croches, les mesures et tout, bah, c'est accessible en fait. Tu peux tout à fait comprendre ce qu'il y a dedans, même si tu ne sais pas forcément le jouer tout de suite, au moins comprendre les concepts, ça te fait déjà gagner en perspective et en espace mental un petit peu et en langage, quoi. Bah, du coup, plus tôt vous commencez, mieux c'est, dans le sens où, on le sait tous, travailler l'indépendance, parce que vous allez beaucoup travailler l'indépendance. Travailler l'indépendance à la batterie, c'est une des clés de la réussite. Je vous le dis, ça demande du taf. Ouais, c'est ça. Après, j'aime pas trop dire indépendance. Pour moi, c'est plus coordination. Travailler plein de possibilités de coordination qui ensuite deviennent indépendance parce que tu as tellement travaillé toutes les possibilités qu'en fait, tu as toutes tes mémoires un peu qui sont acquises et tu peux jouer ce qui te vient dans la tête parce que tu sais, ton corps sait déjà anticiper comment ça va se combiner entre les membres et comment ça va devoir être joué concrètement, quoi. Exactement. Donc, ouais, pour moi, c'est coordination. Et je suis bien placé pour vous le dire que moi, il y a une, c'était groupe de 4, groupe de 5 au pied. Ouais. Et après, c'est groupe de 5 au pied, c'est ça, hein, oui, c'était celui-là. Mhm. J'ai galéré pour le faire comme il faut, mais quand on sait le faire, quand on a travaillé pour arriver à le faire, bah, tu le fais, tu réfléchis même plus. Et Oui, c'est ça. c'est là que tu dis, voilà, là, je l'ai bien bossé. Là, je suis bien. Parce que tu le fais, voilà, tu le places, tac, tu penses même plus. Et quand t'en es là, tu passes à un autre exo et voilà. Ouais, bah, c'est exactement comme quand tu apprends un groove, poum tat tum tat. Bah, au début c'est compliqué, tu sais là il faut que je place les caisses claires entre les grosses caisses, etc. Et une fois que tu l'as travaillé, bah, tu peux limite lire ton TikTok en même temps que tu joues et parce que voilà t'as des mémoires vraiment qui se mettent en place et c'est que de la répétition. C'est vraiment ça le secret d'apprendre la batterie, c'est de la répétition, n'importe quel instrument, je pense. Tu connais Ok. le gros barbu là sur TikTok là il a un nom espagnol là, je sais pas. El Estepario Siberiano. Ah là, bah lui, vous voyez, lui, mémoire musculaire est au top du top. C'est notamment, il jouait une main, il fume une clope, il boit un... Ouais, c'est clair. Bah oui, mais c'est que ça, hein. C'est vraiment de la mémoire musculaire et de la répétition. Ouais. Y a pas de secret, c'est pour ça que ça faut investir un peu de temps quand même là-dedans. Ouais, ça c'est sûr, il Y n'y a pas tout seul. y a pas le choix, c'est sûr. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets les liens. Allez checker, allez voir et honnêtement... C'est un beau cadeau de Noël, profitez-en. Exactement, les lutins au boulot. Ouais. Est-ce que tu peux nous parler de ton kit actuel, sur quoi tu joues et pourquoi? Alors, je joue sur Tama. Ça fait longtemps que je joue sur Tama. Le premier kit que j'ai acheté et que j'ai toujours au studio, d'ailleurs, c'est le kit sur lequel je fais mes vidéos, qui est un peu couleur bois naturel. J'ai acheté en 2013 et je joue toujours sur Tama maintenant parce que je suis endorsée Tama depuis 2017. Et je joue sur Meinl aussi, j'adore. Pareil, je suis endorsée, mais j'adore vraiment comment ça sonne, et puis c'est solide, et puis Remo aussi, et Vic First, les baguettes. Alors je joue vraiment que les mêmes baguettes depuis des années. Bon, j'en ai essayé plusieurs avant, hein. Ouais. Mais les Dave Weckl, la première génération là, de Dave Weckl, ouais, c'est ça. Ouais, je les trouve, j'adore leur équilibre en fait. Je trouve que c'est parfait, c'est assez long mais pas trop long, c'est assez lourd mais pas trop. Enfin voilà, ça me permet d'aller atteindre les cymbales parce que j'aime bien les mettre quand même assez loin et assez haut. Donc voilà, et Tama, vraiment pareil, la famille, c'est un support depuis des années qui est inconditionnel quoi. C'est super. Ouais. Comment tu te prépares avant d'entrer en studio ou de monter sur scène? Est-ce que tu as une routine bien spécifique, que tu fais toujours la même chose? Ou est-ce que tu arrives et tu fonces, tête baissée, et tu sais ce que tu as à faire, tu t'échauffes pas, tu y vas? Je suis plutôt deuxième solution. Je m'échauffe pas, j'y vais. Alors ça dépend. Il y a les premiers shows
c'était important pour moi, alors la Back Show, le Tam Tam Festival en Espagne et tout, j'avais cette routine de m'échauffer, justement faire des paradiddles comme ça sur le pad très très lentement parce qu'en fait d'accentuer la souplesse comme ça, c'est super efficace pour s'échauffer. Il n'y a pas besoin de jouer vite, c'est juste le geste super lent comme ça en exagérant la gestuelle, c'est parfait. Ouais. Donc je faisais ça et puis ensuite je me mettais vraiment dans le mood j'ai envie de jouer, tu vois, comme quand t'es petit ou même ça le fait encore maintenant, mais peut-être tu te promènes dans la rue et t'entends une batterie quelque part et t'es là et ça te donne envie de jouer, t'es là mais j'ai envie de, ou alors que t'entends les balances d'un de tes groupes préférés avec la batterie, t'es là j'aimerais bien et tu vois, c'est vraiment se mettre dans ce mood là. Donc je me mettais des vidéos de Chris Coleman par exemple ou d'autres batteurs, vraiment t'as la frappe directe là et en fait ça t'excite, ça t'enthousiasme, t'as envie de jouer. Donc vraiment de trouver cet état-là et puis de jouer un peu les parties, le début de mon set ou les parties qui sont un peu plus compliquées pour moi, voilà, de les jouer au pad, au tempo, pour me mettre vraiment dans le truc, dans le son et dans l'état d'esprit. Dans l'intention, ouais, c'est ça. C'est vraiment plus un échauffement d'état d'esprit pour moi que d'échauffement physique. Après, je sais pas, mais les compos que je fais demande pas un échauffement parce que c'est tout en souplesse, c'est très compliqué, mais j'ai jamais mal au corps, jamais, tu vois, je ressens pas de tension parce que il y a quand même pas mal d'espace, c'est plus une histoire de placement de notes que de vitesse sur mes compos, donc voilà, j'ai pas besoin de faire un échauffement et donc dans les trucs un peu moins contraignants comme ça, ouais, j'y vais comme ça. Alors je prends un petit temps pour moi quand même 5 minutes avant pour me concentrer, me mettre un peu dans le mood de voilà, vouloir partager, de vouloir taper, de donner voilà, de m'éclater quoi, de ce mood là. Mais sinon non, je me prends pas trop la tête au niveau de l'échauffement. Pas trop de préparation physique, pompe, machin. Sport. Non, c'est ça. Mais ça dépend du show. Par exemple, j'ai fait quelques remplacements sur le tribute à CDC féminin, la Ladies Ball Breaker, qui vont d'ailleurs, ils font leur dernier show là, en ce moment. Et tu vois, là, ça n'a rien à voir parce qu'il faut taper très fort, tout le temps, vraiment dans l'intention très rock. Et j'ai senti le début de tendinite à un moment donné, j'ai là, il va falloir que je fasse gaffe, que je m'échauffe et que je fasse bien gaffe à bien relâcher à chaque coup fort que je donne, d'avoir cette relâche en fin de coup pour voilà, que ça reste dans la souplesse. Et voilà, forcément, si tu as un show qui te demande de la vitesse de ouf, oui, tu vas vouloir t'échauffer pour être déjà en condition pour sortir cette vitesse-là. Donc ça dépend vraiment du show que tu dois faire. Est-ce que tu as des projets à venir ? C'est plus des projets solo là. En fait, comme je fais des compos, guitare-voix, un peu pop-folk, même parfois rock-prog, chanter, et que ça fait un moment que je l'ai fait, j'ai composé pas mal cette année. En fait, depuis 1 an, j'ai eu un peu le déclic je sens que c'est le moment où j'ai besoin d'aller vers ça et de le faire à fond. Alors qu'avant, vraiment, je ressentais pas le besoin. J'aime composer, ça me fait du bien et tout, mais j'étais pas là, je veux pousser ça en mode pro et je veux faire ça. Mais là, depuis 1 an, c'est vraiment ce qui m'appelle. Donc là, je me concentre sur ça en expérimentant, en commençant à enregistrer à droite à gauche des compos avec différentes personnes pour voir avec qui ça se passe le mieux au niveau du son, au niveau de la façon de faire et tout. Pour avoir de l'expérience juste moi-même parce que c'est quand même quelque chose quoi, le studio et tout le processus d'enregistrement de mix et tout. C'est pas la partie la plus fun pour moi, j'avoue, ça me stresse un peu, mais j'aime la compo, tu vois, la compo je suis vraiment dans mon truc, c'est assez magique, mais voilà, tout le reste de produire et de donner le meilleur son et de faire les meilleurs choix pour que ce soit vraiment comme ça sonne comme on l'a dans la tête et tout, c'est un peu compliqué je trouve. Mais voilà, c'est vraiment un objectif en ce moment. Donc je fais des masterclass, des festivals de batterie et je me concentre sur ces compos-là. De temps en temps, ça m'arrive de faire des cachets à droite à gauche pour faire de la reprise ou des trucs pour quand même faire un peu assez de cachets pour rester intermittente. Là, tu vois, à part si on me propose vraiment un truc qui me parle autant que mes compos, je refuse les projets qu'on me propose parce que j'ai plus envie de repousser l'échéance de mon propre projet. Je sens que c'est vraiment maintenant qu'il faut que je donne tout mon temps et mon énergie à ça. J'ai vu sur les réseaux, il y a un drum camp qui est organisé en 2025.
Ouais, il était déjà Ah. en 2024, mais en 2025, on refait. En fait, c'est un drum camp entre musique et vacances et drum camp, quoi. On fait que 3 heures de batterie par jour. Et à côté de ça, il y a des scènes ouvertes, il y a des jam sessions, il y a des concerts. Et puis c'est dans la montagne, donc il y a vraiment de quoi faire des super randonnées, des trucs. Enfin, c'est super plaisant. On avait déjà fait ça en 2024, mais voilà, en 2025. D'accord. On remet ça, c'est du 21 au 26 juillet. D'accord. Ah, Voilà. À la station des Carreaux, c'est dans les Alpes, près de Genève. d'accord. Voilà. Et c'est Bandscamp All Star, c'est Bandscamp qui organise ça. Le All Star, en fait, c'est une édition spéciale parce que Bandscamp, à la base, c'est un organisme qui s'occupe de coacher des groupes déjà formés. Et là, le All Star, en fait, c'est des coachs juste d'instruments, tu vois, par instrument, des gens qui sont assez suivis sur les réseaux. Par exemple, il y a Florian Garcia à la guitare, il y a du chant, il y a Cécilia Pascal, notamment en chant. Il y a de l'écriture, il y avait Emma Domas aussi en chant l'année dernière. Je crois qu'elle y sera à nouveau cette année, mais je suis pas sûre. Ben voilà, le but, le principe, c'est vraiment des coachs comme ça qui se réunissent et chacun choisit l'instrument qu'il veut faire pendant une semaine et c'est super. Donc c'est ouvert à tout le monde et combien de participants, grosso modo? C'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de limite de participants. Sinon, les participants sont libres d'amener leur propre matos s'ils veulent, leur propre batterie. L'année dernière, on avait chacun une batterie, c'était encore mieux, tu vois. Mais c'est pas un truc imposé. Il y aura des pads à la base, mais la batterie, si vous pouvez l'amener, vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligé d'amener. Vous pouvez participer sans avoir à amener une batterie, quoi. D'accord, ok. Ouais, c'est toujours bon à savoir, c'est qu'on puisse éventuellement ramener son matériel, ça c'est cool. Oui, c'est carrément possible. On va conclure avec une dernière petite question. C'est toujours pour les jeunes batteurs, parce qu'il y a quand même, Ouais. il y a quand même pas mal de jeunes batteurs qui nous regardent. Qu'est-ce que tu leur conseilles aujourd'hui dans le développement de leur jeu? Qu'est-ce que tu vas leur conseiller? Pas forcément pour qu'ils en fassent leur métier, mais pour qu'ils arrivent à être épanouis derrière l'instrument. Quel est le chemin qu'ils peuvent suivre pour vraiment trouver cette sensation d'être autonome derrière la batterie? Je ne vais pas dire assez rapidement parce que ça va pas ensemble. On sait que ça demande du travail et du temps. Mais voilà. Quels seraient les meilleurs conseils aujourd'hui pour un batteur qui commence? Forcément, je peux donner que des conseils par rapport à ce que j'ai vécu. Ah ouais, Donc, je pense que l'essentiel déjà, que vous vouliez en faire votre métier ou pas, c'est vraiment de ne jamais perdre le fun que vous avez derrière la batterie. Donc, vous éclater et ne pas hésiter à jouer régulièrement sur des titres qui vous font kiffer, tu vois, de vraiment imiter le batteur, de rentrer dans sa peau et de vous éclater sur les titres qui vous parlent le plus et qui vous mettent bien. Après, je trouve que c'est important d'aller explorer un peu plein de trucs différents, mais il faut donner du temps quand même à chaque truc, donc c'est dans ça que c'est un peu délicat, mais peut-être même se dire, allez, je fais 3 ou 4 trucs, je vais par exemple travailler mes rudiments, ça c'est un premier truc au pad. Deuxièmement, je vais, je sais pas, faire la méthode, j'en parle pas mal en ce moment parce que je me suis rendu compte qu'elle m'avait beaucoup influencé finalement. La linear time playing, tu vois, jeu linéaire par exemple. On va dire, voilà, on va travailler cette méthode-là, pareil, pendant 15-20 minutes. Ensuite, je sais pas, la double pédale par exemple. Et un quatrième truc, je sais pas, du jazz ou autre chose. Et voilà, essayer d'aller un peu au bout de ces choses-là. En fait, c'est vraiment en explorant des langages différents comme ça qu'on va déjà nourrir la base et se construire une base solide de langage. Et ensuite, une fois qu'on a un petit peu tout touché et tout exploré, on va pouvoir... déjà, on va être quand même beaucoup plus fort et mature dans plein de trucs, parce que c'est de la culture aussi. On va pouvoir s'exprimer de plein de façons différentes, et à partir de là, on peut vraiment choisir ce qui nous parle le plus pour aller au fond des choses et passer encore plus de temps sur ce qu'on veut développer. Donc voilà, que ce soit travailler plusieurs méthodes différentes, comme ça, mais complémentaires, ou avoir plusieurs professeurs. Je trouve que c'est pas mal d'alterner des fois les professeurs. Des approches tous différentes. Voilà, des approches différentes. Voilà, il y a des trucs qui vont plus nous parler que d'autres. Ça, c'est important. Et aussi, ce que je fais en général quand je commence mes sessions, je fais toujours des sessions de 2-3 heures à peu près par jour.
Et je commence toujours par une demi-heure, tu vois, ou 1 heure parfois, de jeu libre, vraiment, où j'improvise et je sors ce que j'ai envie de sortir sur le moment et je m'éclate, tu vois. Il n'y a pas de contrainte de il faut commencer à bosser ça. Alors, ça dépend des gens. Il y a des gens qui te diront commence toujours tes sessions par la rigueur, le travail, d'abord ça, et ensuite tu te fais plaisir. Ben, moi, c'est le contraire. Moi, c'est d'abord 30 minutes, je me fais plaisir, et il y a vraiment des idées, il y a plein d'idées qui sortent à partir de là, tu vois, que tu peux enregistrer, que tu peux retravailler ensuite derrière ou plus tard, ou que tu peux utiliser pour des compos, pour des solos de batterie et tout. Voilà, et puis juste ça met en joie. C'est important de se prendre un temps comme ça à chaque session où tu te fais plaisir sur la batterie. T'as pas de contraintes, tu te fais plaisir, et voilà, de pas perdre ce lien-là, quoi. Ça, c'est important, ouais. Parce que si tu es non-stop dans l'étude et dans la déception et dans l'échec, même si on est d'accord, on est tous d'accord, il n'y a jamais d'échec, mais c'est comme ça que c'est perçu, ouais, c'est pas bon. Il faut toujours avoir cette part d'euphorie et de divertissement derrière ton instrument. Ouais, c'est ça. Et je finirai aussi par un truc, c'est pas forcément bon de se comparer, parce que je pense que chacun de nous, on est des êtres uniques et on a chacun quelque chose d'unique, d'expression à apporter. Donc, se dire, ben voilà, lui, ça sert à rien que je bosse ça parce que lui, il est super fort, et tu vois, se flageller, genre, ah, mais je sais rien faire ou quoi, c'est faux. Il y a toujours un truc qu'on va pouvoir sortir de nous-mêmes. Parfois, c'est un peu inattendu. Moi, les polyrythmies, je m'y attendais pas du tout, hein. Je me suis pas dit, quand j'avais 12 ans, je veux être batteuse de polyrythmie. Ça m'est vraiment... C'est venu naturellement, tout seul, à force de... Enfin, voilà, après avoir exploré plein de trucs, c'est venu comme ça. Mais voilà, il faut pas trop se comparer aux autres. Il faut se nourrir. En fait, le fil rouge, c'est vraiment d'être inspiré. Qu'il y ait cette joie tu regardes... une vidéo qui te ah ouais, genre ça me donne envie de jouer, tu vois, ça me donne envie d'essayer, et voilà, de le bosser dans ce sens-là, plutôt que d'être il arrive trop bien, j'y arriverai jamais. C'est plus de l'enthousiasme d'essayer de faire et d'être inspiré. Et quand tu es inspiré et que tu vas chercher aussi tes propres idées, avec l'expérience et tout, ça vient pas tout de suite, mais voilà, au bout d'un moment, tu as vraiment tes propres idées qui sortent et qui vont en retour inspirer les autres, tu vois. C'est vraiment un échange d'inspiration. Donc voilà, de pas perdre ce truc-là, de pas trop se comparer, parce qu'on a chacun notre truc à apporter, quoi. C'est important. Comme tu dis, c'est en agissant comme ça, en plus, que finalement, tu développes ton jeu, finalement. Tu développes ta personnalité derrière l'instrument. Très, très bon conseil. Excellent. Et foncez et bosser et travailler. Et faites-vous plaisir aussi. Voilà. Essentiel. Voilà. Même quand tu te prends la tête, hein, regarde. Ouais, tu te prends les cheveux. Ah ouais, bah toi ça va, t'es tranquille. Ouais, j'espère que ce sera encore le cas longtemps. Non, c'est un magnifique. Bah, après, c'est tous les instruments confondus, hein. On parle de la batterie parce que c'est vrai que tu as quand même une très grosse coordination à avoir de par chacun de tes membres. Et c'est vrai que la musique, en règle générale, c'est un investissement temps extrêmement important, quoi. Et je pense que quand tu commences la musique, pas forcément que la batterie, mais quand tu commences la musique, il faut vraiment être conscient de ça. Oui. Conscient que ça va te prendre du temps et que que ça vient pas tout de suite, que ça prend du temps avant de maîtriser vraiment quelque chose, mais ce qui compte, c'est que dès le début, on est là, ça me plaît, j'aime faire ça. Et c'est ça. Quel que soit le niveau auquel on est, c'est j'aime faire ça, ça me fait du bien. C'est ça qui est le plus important, et c'est ça qui nous fait avancer et de plus en plus progresser. Et c'est de plus en plus kiffant de le faire parce qu'on sait faire de plus en plus de trucs avec le temps, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Camille ? Alors, oui, nous n'avons pas parlé de cette masterclass et ce concert que je vais faire à Mulhouse. Le 13 et 14 décembre, je serai à Mulhouse au conservatoire, si vous voulez voir le concert et la masterclass. Concert le soir, le 13 décembre, et la masterclass pendant 3 heures le matin, le 14. Donc voilà, ça va être cool. Il y aura d'autres masterclass à venir, je les annoncerai sur les réseaux sociaux ou sur mon site dans l'année. Et sinon, le drum camp, effectivement, dont on a parlé, la méthode, faites-vous plaisir pour Noël ou faites plaisir à un ami, un ami batteur. Grave.
Et tous les liens Insta, Facebook, etc., tout sera dans la description. Allez checker le compte de Camille sur tout ce qu'elle fait, présente sur les réseaux. Donc, Oui. allez-y. C'est que du bonheur, vous allez tous surkiffer. Merci à toi, c'était un vrai plaisir cette Écoute. interview et merci de m'avoir proposé ça. Et j'espère que voilà, que tu vas refaire d'autres interviews inspirantes et bah que là, ça va inspirer les batteurs. Camille, merci 1000 fois encore. Ben, merci à toi, Je te c'était souhaite cool. une très bonne continuation et Merci. beaucoup de réussite dans tous tes projets. Merci beaucoup. Et Et à toi aussi. Peut-être à une prochaine sur la scène ou à la Back Show. On aura sûrement l'occasion de se rencontrer là-bas. Ouais, Hein. carrément. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bientôt. Salut. Salut, ciao.